Comment un gestionnaire de fortune au sommet de sa carrière peut-il décider de tout plaquer? C'est le parcours incroyable de Stefan Schillinger qu'on explore aujourd'hui. Un homme qui a laissé tomber le monde de la finance pour une plongée vertigineuse au cœur de la conscience et du traumatisme. C'est une histoire de transformation, une transformation vraiment radicale. Alors tout part de là, de cette prise de conscience qui a tout simplement fait voler sa vie en éclats. Stefan Schillinger a compris que sa carrière, cette carrière si brillante au cœur du système financier, eh bien ce n'était pas du tout un signe de succès. En fait, c'était une forteresse qu'il avait bâtie pour cacher une douleur d'enfance, une blessure vraiment profonde. Et ça nous amène à notre première partie, cette fameuse vie de compensation. On va décortiquer cette façade qu'il s'était construite. Une vie qui, de l'extérieur, avait l'air absolument parfaite. Mais en réalité, juste sous la surface, il y avait un malaise profond qui rongeait tout. Quand on regarde son parcours, sur le papier, c'est une success story, une ligne droite vers le sommet. Pensez-y, à 12 ans, il commence le billard à haut niveau, il fait des championnats du monde, d'Europe, et puis hop, il enchaîne avec 12 ans dans la finance, jusqu'à devenir gestionnaire de fortune en Suisse. Une vie qui semblait entièrement tournée vers la performance et le succès. Sauf que, voilà, derrière cette façade impeccable, la réalité était complètement différente. Le gestionnaire de fortune qui semblait tout contrôler, c'était en fait un survivant de traumatisme. Il ne construisait pas, il compensait un manque. Tout ce succès extérieur n'était finalement qu'un masque pour cacher une blessure intérieure. Et ça a complètement changé sa vision de ce qu'est un traumatisme. Pour lui, le trauma, ce n'est pas juste l'événement en lui-même, vous savez, le choc initial. Non, le vrai trauma, c'est l'ensemble des schémas de tous ces mécanismes de survie qu'on construit après. Des stratégies, souvent inconscientes, qui peuvent durer toute une vie, juste pour tenir le coup. Alors forcément, cette prise de conscience, ça a été un électrochoc. Et ça a mené à une décision radicale. Un véritable, et je pèse mes mots, saut dans le vide. Et quand je dis tout quitter, c'est vraiment tout quitter. Du jour au lendemain. Fini. La carrière de 12 ans. Il a tourné le dos à tout ça, à l'argent, au statut, pour plonger dans l'incertitude la plus complète, sans aucun plan. Il a préféré le vide absolu à une vie qui, pour lui, n'avait plus le moindre sens. Il y a cette phrase qu'il utilise qui est magnifique, « Il faut sauter dans le vide pour que des ailes poussent ». C'est exactement ça. Il voit ce moment comme un acte de foi, une sorte de rite de passage. Un abandon total et nécessaire pour laisser la vie, tout simplement, lui montrer ce qui pouvait naître de ce chaos. Alors la grande question, c'est qu'est-ce qui a bien pu émerger de ce vide? Eh bien, son exploration l'a emmené très très loin, dans les dimensions cachées de l'esprit humain. C'est là qu'on entre dans la partie sur la révélation de la psyché. Son voyage intérieur l'a conduit à une vision du cerveau complètement différente de ce qu'on apprend d'habitude. Pour lui, le cerveau, ce n'est pas le générateur de la conscience, c'est plutôt un filtre. Imaginez un récepteur Wi-Fi. Il ne crée pas l'information, il la capte depuis un champ bien plus vaste. Notre cerveau ferait pareil, mais en ne laissant passer qu'une toute petite partie de la réalité. Et pour illustrer ça, il s'appuie sur un chiffre qui donne le vertige, 0,0035%. C'est, d'après un article scientifique qu'il cite, le pourcentage de la réalité totale que nos 5 sens seraient capables de percevoir. C'est infime. Tout le reste nous est complètement invisible, inaccessible en temps normal. Alors, comment accéder à ces réalités plus larges? Son chemin l'a amené à explorer ce qu'on appelle les substances psychédéliques. Et le mot lui-même est fascinant. Ça vient du grec psyché, l'âme, et délos, révéler. Littéralement, ce qui révèle l'âme ou l'esprit. Mais attention, ici, il y a un point très important, un avertissement que Schillinger lui-même tient à donner. Il souligne bien que ces expériences sont personnelles. Ce n'est en aucun cas une incitation à faire quoi que ce soit d'illégal. Il insiste vraiment sur le fait que chacun doit respecter la loi de son pays. C'est crucial de le préciser. Toutes ces expériences, toutes ces explorations l'ont mené à une révélation centrale. Une sorte de conflit fondamental qui nous façonne tous, du berceau à la tombe. C'est cette tension permanente entre deux besoins. Notre besoin d'être authentique et notre besoin d'être aimé, d'être en lien. L'authenticité contre l'attachement. Voilà le cœur du problème. D'un côté, on a ce besoin vital d'attachement, c'est notre survie, on a besoin d'appartenir à un groupe, d'être en connexion. Et de l'autre, on a ce besoin tout aussi essentiel d'authenticité, être nous-mêmes, exprimer ce qu'on ressent vraiment. Et toute notre vie, en fait, est une sorte de négociation, un équilibrage constant entre ces deux pôles. Et ce dilemme ne commence pas à l'âge adulte. Non, ça démarre dès l'enfance. C'est simple, la survie d'un bébé dépend à 100% du lien avec ses parents. Alors si le fait d'être authentique, par exemple de montrer sa colère, met ce lien en danger, l'enfant ressent une terreur de mort. Et qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend à sacrifier son authenticité pour préserver le lien. Et ce schéma, on le reproduit ensuite toute notre vie. Ça fait penser à cette citation de Krishnamurti. « Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. » Ça fait réfléchir, non?
Souvent, le mouton noir de la famille, celui qui ne rentre pas dans le moule, c'est peut-être juste la personne qui a choisi l'authenticité, quitte à fragiliser le lien, et par là, elle révèle toutes les failles du système. Alors, comment on sort de ces schémas? Schillinger propose un concept clé, la co-responsabilité. Attention, co-responsabilité, ça ne veut pas dire culpabilité, pas du tout. L'idée, c'est de sortir du rôle de la victime et de simplement reconnaître sa propre part dans une dynamique. C'est le point de départ pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Et pour finir, il prend encore plus de hauteur. Il élargit cette grille de lecture personnelle à toute notre civilisation. Et il pose une question vertigineuse. Et si ce dilemme intérieur qu'on vit tous n'était que le reflet d'un monde en plein rééquilibrage, d'une sorte de guérison collective? Pour lui, notre civilisation est comme un grand pendule. Pendant des siècles, il était bloqué d'un côté, celui du dogmatisme religieux, de l'irrationnel pur. Et aujourd'hui, le pendule est reparti à l'autre extrême, celui de l'hypermatérialisme, du scientisme. Une ère où tout est rationalité et où on rejette tout ce qui n'est pas mesurable. Le problème avec ce déséquilibre, c'est qu'on a perdu en route des valeurs humaines absolument fondamentales. L'empathie, la collaboration, la compassion, la recherche de sens, tout ça a été mis de côté. Pourquoi? Simplement parce que ce n'est pas rentable. Ce n'est pas quantifiable. Et donc dans notre monde hyper rationnel, ça n'a plus de valeur. Et c'est là qu'il propose une lecture complètement différente de notre époque. Toute cette agitation mondiale, toutes ces crises, et si ce n'était pas juste du chaos? Et si, au contraire, c'était un processus de rééquilibrage, un mouvement lent, organique, collectif, pour retrouver un nouvel équilibre? Ce qui nous amène à la toute dernière réflexion. Et si finalement, la fin d'un monde qu'on nous annonce partout n'était pas une explosion soudaine, un effondrement brutal, mais plutôt un éveil lent, collectif, que nous sommes peut-être déjà tous en train de vivre ici et maintenant.